Donc vous deviez effectivement imaginer qu'il existe un laboratoire de l'habitat porté par le gouvernement rassemblant les parties prenantes de Nouvelle-Calédonie. Et donc on imagine qu'on fait partie d'un comité stratégique. Donc l'exercice que vous aviez à faire, c'était de définir les actions prioritaires d'une feuille de route 2023 portée par cette structure. Donc je vous laisse effectivement la parole sur les actions proposées. Donc, bonjour à tous. Donc, nous, le premier groupe, nous avons travaillé sur l'idée de fédérer les stratégies. Donc, on a mené 3 ateliers avec des personnes d'horizons diverses. Et les conclusions que je suis en charge de vous rapporter sont les suivantes. La priorité numéro 1, donc, pour la feuille de route pour le gouvernement, ce qui nous a semblé vraiment de loin le plus important, et les autres priorités, vous allez voir que souvent elles vont découler de la première, c'est faire émerger une ambition pays et fixer un cadre souple dans lequel les autres acteurs peuvent mettre en œuvre leurs compétences opérationnelles. Alors on a entendu par là que le souci principal qu'on a tous pu constater, c'est que très souvent, on doit fédérer les stratégies, d'accord, mais quelle stratégie? En fait, on n'a pas de stratégie, notamment au niveau du gouvernement et à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Et ça pèse énormément sur tous les acteurs. Et on a besoin donc de cette ambition pays, mais qui ne soit pas faite uniquement par le gouvernement, mais qui soit bien, c'est bien le gouvernement qui est en charge de faire émerger cette ambition pays. Et elle nous a semblé très nécessaire. Et de là, on pourra ensuite, pour le gouvernement, deuxième point, une fois qu'il a fait émerger cette ambition pays, c'est à lui aussi, il nous a semblé important que c'est le gouvernement qui est le mieux placé pour fixer le cadre de la concertation et de cette naissance des stratégies. Donc c'est pour ça qu'on a marqué fixer un cadre souple dans lequel les autres acteurs peuvent mettre en œuvre leurs compétences opérationnelles. Donc la priorité numéro 2, c'est créer un laboratoire de l'habitat qui rassemble tous les acteurs concernés et anime la mise en œuvre des stratégies du pays. Donc on retrouve là, même si c'est peut-être un gros mot pour certains, une agence d'urbanisme, donc qui a pour rôle d'animer, de concerter, de centraliser et de faire un partage d'expérience. La priorité 3, c'est formuler des propositions de simplification et de clarification des compétences dans le cadre de la réflexion statutaire. Donc là, c'est l'idée de simplification et de clarification des compétences et du millefeuille, rationaliser le millefeuille institutionnel. Donc ça, c'est dans le cadre des débats qui ont actuellement lieu dans le partage des compétences et l'avenir de l'accord de Nouméa. La priorité 4, c'est adapter le cadre réglementaire au regard des spécificités du territoire. Donc on a souhaité qu'il y ait quand même une forte volonté de décentralisation, parce que ça nous semble important, c'est-à-dire qu'on ne va pas coller des mécanismes européens et on doit garder la possibilité d'une adaptation de nos règles dans le cadre posé par le gouvernement au niveau peut-être de chaque institution, mais aussi du local, de la tribu, du GDPL. On doit pouvoir adapter à la règle. Et enfin, dernière priorité, créer un fonds permanent dont les acteurs de proximité peuvent bénéficier pour financer des projets fédérateurs. Donc, on voudrait par là entendre que ce qui est important, c'est l'échelon local. C'est lui qui connaît les populations, c'est lui qui peut porter les projets. Mais par contre, bien souvent, on a des appels à projets qui nous arrivent, qui sont complètement déconnectés temporellement de nos réflexions. Ce n'est pas toujours facile de s'en saisir. Donc si on avait un fonds commun, avec des règles bien sûr, mais qui soit assez souple, mais qui soit permanent et auquel on puisse de temps en temps candidater, mais au rythme du local, cela serait quand même assez simple pour fédérer des énergies. Voilà. Notre groupe sur le soutenir l'habitat résilient, déjà la priorité numéro 1, c'était définir la résilience et élaborer une stratégie sur les attentes concrètes en termes de résilience. Parce que dans les différents groupes, justement, il y avait une recherche de c'est quoi la définition du terme résilient, qu'est-ce que l'habitat résilient, et aussi est-ce que l'habitat résilient dans les différents espaces urbain, espace rural, c'est la même chose. Dans une échelle plus grande, au niveau du Pacifique, l'habitat résilient au niveau calédonien, est-ce que c'est la même chose que l'habitat résilient de la Polynésie française ou encore l'habitat résilient, j'imagine, du Vanuatu? C'est ces questions-là.
Au niveau de la priorité numéro 2, c'était adopter les mesures de soutien à la réalité des risques encourus par les différentes formes d'habitat, faire une cartographie des risques. Par rapport, c'était une vue qui a été dite par une dame lors du groupe 1 qui disait que la cartographie des risques n'est pas assez avancée au niveau du pays. Et si justement on voulait faire un habitat résilient, il faudrait que cette cartographie des risques soit un peu plus développée pour savoir est-ce que c'est des zones, on construit vraiment sur des zones inondables, est-ce que c'est dans le futur, si jamais justement vous avez un changement avec l'impact du changement climatique, à quel point ces zones inondables ou encore des zones à risque se développent, c'est ces questions-là aussi qui se posent. Priorité numéro 3, financer des recherches pour se réapproprier les moyens traditionnels d'assurer la résilience de l'habitat à son contexte. Parce qu'au niveau, on sait qu'il y a des savoirs traditionnels qui permettent à la résilience et de développer ces recherches qui permettent de remettre en valeur ces savoirs traditionnels. Bien sûr, il y avait aussi des limites qui ont été abordées sur le fait que est-ce que ces savoirs traditionnels vont suffire dans un contexte de changement climatique où ces choses, il n'y avait pas dans ces temps anciens? C'est aussi une question. Priorité numéro 4, c'est permettre l'émergence des nouvelles filières économiques pour moderniser la construction et l'adaptation à la réalité de la Nouvelle-Calédonie. Si on veut partir sur de nouveaux habitats qui permettent la résilience, tout ça, il faut impulser au niveau de ces nouvelles filières, et c'est ce qui a été proposé. Et la priorité numéro 5, c'est avoir un dispositif fiscal incitatif pour les constructions de logements plus résilients. On part sur un gradient où disant que ce logement-là est résilient, dans ce cas-là, les tarifs seront moindres ou des choses comme ça. Il y avait aussi des solutions qui ont été proposées par rapport aux matériaux, où ils mettaient en valeur certains matériaux et dans ce cas-là, un coût qui est moindre, qui a été présenté, si je m'en souviens bien, au niveau de la province des îles et la province nord, mais pas au niveau de la province sud. On a aussi ce genre de dispositif qui est fait au niveau de la Polynésie française. Et c'est ces différentes priorités qui ont été dégagées par ce groupe. Merci pour votre attention. Alors, nous devions travailler sur le thème de la stimulation de l'innovation. On a retenu 5 priorités, des plus, on va dire, généralistes aux plus concrètes. Donc, pour commencer, la priorité numéro 1 est axée sur le financement d'études permettant de donner aux acteurs un référentiel des ressources et des méthodes en matière d'aménagement et de construction. Donc l'idée, c'est évidemment de se tourner vers toutes les strates de la société, y compris vers la population, mais on le verra dans la priorité 3, afin de définir finalement, de donner une définition de l'innovation, ce qui n'est pas forcément évident. La priorité numéro 2, c'est faire une veille permanente des innovations régionales en matière d'aménagement et de construction, les adapter au contexte local. En clair, faire du benchmarking, regarder ce qui se fait ailleurs, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, et surtout l'adapter à un contexte local qui peut d'ailleurs être très différencié au niveau du territoire calédonien. Ensuite, en priorité numéro 3, lancer des appels à projets permettant de faire émerger des innovations de la part de la société civile, notamment via des plateformes numériques, quand les réunions publiques ne peuvent pas être menées partout. L'idée, c'est de faire davantage peut-être de démocratie participative et de laisser davantage la parole, on va dire, aux strates de la société civile, dans une démarche qui serait plus bottom-up, du bas vers le haut, que top-down, comme c'est habituellement le cas. La priorité numéro 4, avoir une stratégie sur le patrimoine du gouvernement qui soit elle-même innovante et exemplaire. Donc ici, c'est plutôt que dire ce qu'il faut faire, c'est montrer ce qu'il faut faire, notamment en termes de construction et de gestion du patrimoine immobilier. Et la priorité 5, créer des zones franches dans lesquelles on peut expérimenter avec des règles plus souples, notamment en matière d'urbanisme. Les règles d'urbanisme, elles sont là pour évidemment contrôlées, encadrées, mais elles sont parfois peut-être un peu trop contraignantes et elles ne favorisent pas l'innovation. Merci.